Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous trouver réunis avec ce webinaire sur l'innovation sur Internet. On va remonter depuis les couches basses jusqu'aux couches applicatives et on va parler des FROGAN, qui sont une innovation disruptive. Donc, Internet, le réseau des réseaux, créé avec ARPANET en 69 et puis en 1989, 20 années plus tard, l'apparition du web avec le World Wide Web et le W3C. Sur Internet et dans le monde numérique, on a des solutions standards et puis à chaque fois, on a des alternatives. Les alternatives sont par exemple pour le logiciel propriétaire, le modèle open source. On peut également avoir pour les noms de domaine qui sont générés par l'ICANN, l'organisme des droits californiens, les racines ouvertes avec des projets comme OpenRoot qui sont développés par Louis Cousin et Chantal Lavrement. On peut également avoir d'autres alternatives, par exemple, là on va en parler, par rapport au site web, il y a les FROGAN. Et on va examiner les FROGAN à travers différents points de vue, quatre prismes au cours de ce webinaire. Ce qui était intéressant aussi, c'est que Internet, lorsque ça a été créé, c'était un réseau sans point central, d'égal à égal, avec le découpage de l'information en paquets, numérotés, réassemblés à l'arrivée. Et au départ, alors que l'utopie d'Internet, c'était un réseau d'égal à égal, finalement, il y a les plateformes, les GAFAM en particulier, mais pas que, qui se sont réappropriés le pouvoir avec une centralisation du pouvoir, et donc l'innovation est plus difficile, elle est phagocytique. Également dans les développements récents, donc la blockchain, avec la blockchain qui permet aussi d'avoir une preuve qui est collective avec chaque personne qui va avoir même droit au chapitre. Et donc ça, c'est des technologies assez intéressantes à mettre en place. Alors pour les FROGAN, on va avoir une intervention d'Annie Jantes qui nous parlera des cas d'usage de cette nouvelle technologie qui va être lancée en 2022. Et donc là, il y a des premiers bêta-testeurs, on est en avance de phase, et la France innove, avec Alexis Tamas, qui est ancien ingénieur de Télécom Paris, qui a mis au point cette nouvelle technique. Et également, pour les aspects internationaux, éthique, régulation, Jérôme Delacroix. Alors, à l'image du W3C, qui normalise un certain nombre de standards du web, et ben, FROGAN, c'est un peu la même chose, avec, c'est un peu inspiré peut-être de Regard des étoiles, F2R2 et OP3FT, donc ça me fait penser un peu à R2D2 et C3P0, mais c'est des instances qui sont évoquées par la suite. Ce n'est pas des gros mots, mais c'est des choses concrètes pour embarquer la technologie de FROGAN. Bien sûr, on vous invite à poser des questions et à réagir dans le chat tout au long de cette soirée. Voilà, donc tout de suite, je vais laisser la parole pour la première partie, donc sur l'infrastructure de communication rendue nouvelle avec le FROGAN. Donc, sur cette partie infrastructure, et après on remontera jusqu'aux aspects éthiques, esthétiques et puis innovation et business model associés. Donc, je vais laisser la parole à Annie, qui va d'abord parler sur les cas d'usage, et ensuite Alexis en règlera. Oui, bonjour et puis merci David, Alexis et Jérôme de m'avoir proposé de réfléchir avec vous à ce que cela voulait dire en fait de designer des infrastructures. Alors, je ne sais pas si du coup il faut que ce soit moi qui passe les slides ou si voilà. Alors, vous savez comme on fait quand on est prof, on prend la définition puis on se dit design d'interface. Alors, on va déjà se poser la question du design. Alors, juste pour que ce soit clair, le design pour tout le monde, parce qu'il n'est pas toujours. En fait, il y a un peu deux définitions. Il y a une définition qui est, on va dire, l'ensemble des pratiques. Moi, je suis directrice de recherche dans une école de design. Donc ça veut dire que on forme des gens à être des designers.
qui ensuite vont avoir les métiers de designer. Et ça veut dire globalement que, on va dire que contrairement à vous et moi, ce sont des gens qui maîtrisent une très grande diversité d'outils d'expression, de représentation et de mise en forme. Donc on est capable, en tant que designer, de traduire, on va dire, des idées dans des systèmes techniques ou des systèmes esthétiques, enfin voilà, en tout cas dans des nouvelles propositions formelles. Et on est surtout capable de les mettre en relation avec la culture, le groupe social, les personnes auxquelles on va dédier, on va dire, ce nouveau produit. Et puis, il y a une autre définition qui est très utile, et c'est pour ça qu'on va passer de l'une à l'autre, en fait, hein, dans toute cette présentation, qui est que quand on fait du design, on fait au sens anglo-saxon du terme, on fait une invention, on est dans la conception. Et donc, l'invention d'un X, c'est-à-dire quelque chose qui est un travail dans l'inconnu et qui est un point de départ pour voilà, une nouvelle technologie, une nouvelle œuvre d'art ou un nouveau produit de design. Et donc, le design au sens de la conception, bah, évidemment, ça touche beaucoup plus de gens, beaucoup plus de métiers que simplement les designers. Alors ensuite, ce qui va différer, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que l'art, le design et l'ingénierie ce sont les mêmes métiers? Bien sûr que non. Il y a des, voilà, il y a des raisonnements, hein, des méthodes de raisonnement, des méthodologies de travail qui sont différentes, mais il y a quand même à chaque fois des dimensions de conception. Donc ça, c'est pour vous dire design. Juste pour vous dire qu'est-ce que c'est que la recherche en design, bah, en fait, il y a plusieurs recherches. Nous, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai rencontré Alexis et Jérôme, c'est de me dire, ah, mais c'est absolument incroyable. Voilà, ce qui va m'intéresser dans leur aventure, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'ils font? Donc, faire une recherche sur leur conception, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils font pour inventer cette nouvelle technologie? Comment est-ce qu'ils ont fait pour imaginer cette alternative au WWW? Et puis, on se dit, ah, mais en fait, est-ce qu'ils n'ont pas eu à développer peut-être des nouvelles méthodes, des nouvelles procédures qui les ont aidés à cette conception? Et est-ce qu'on ne peut pas continuer de les aider? Ça, ce n'est pas tout à fait anodin, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les objectifs de développement durable, par exemple, on se pose plus des questions en design de savoir si on va faire une belle chaise ou pas, quoi. On peut continuer de se la poser, je vous rassure, vous pourrez toujours aller chercher un nouveau canapé, mais en fait, c'est pas que ça. Et donc, du coup, avoir des nouvelles méthodes pour justement penser les écosystèmes et aider à les designer, bah, c'est plus tout à fait les mêmes choses que de designer des produits classiques, on va dire, dans le domaine du design. Donc, quelles sont les nouvelles méthodes? Et puis aussi, ce qu'on fait beaucoup, et là pour moi, c'est très intéressant de travailler aussi avec Alexis et Jérôme, c'est de se dire, en fait, quand on propose une alternative à ce qui existe déjà, qu'est-ce que ça nous permet de faire surgir comme nouveau savoir? Parce qu'évidemment, on va le tester, on va la tester, cette alternative, on va la mettre dans le monde. Et donc, de se dire, mais qu'est-ce que ça nous fait découvrir comme nouvelle connaissance sur le plan anthropologique, technique et aussi méthodologique, parce qu'évidemment, en mettant en place ces technologies-là, bah, on fait d'autres choses, quoi. Voilà. Et puis évidemment, il y a toujours une dimension épistémologique. Quand je vous parle de conception, il faut bien avoir un modèle un peu robuste, on va dire, de ce que inventer, créer, innover veulent dire. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci Alexis. Alors là, je vous ai fait un petit modèle, mais c'est aussi, bon, alors c'est juste pour vous dire que, en fait, ce qui va nous intéresser dans le design, c'est d'une part ce qu'on va sortir de la culture, et puis comment est-ce qu'on va retravailler les médiums. Alors quand je dis médium, je ne vous parle pas de télé, hein, je vous parle, comme on dit, les médiums artistiques, hein, c'est-à-dire tous les matériaux, toutes les dimensions vraiment sensibles d'un dispositif. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant quand on a commencé à discuter avec Alexis et ensuite avec Jérôme, c'est qu'en fait, il parle bien de médium et il va en parler avec toute une série de nuances qui sont très intéressantes. Mais entre autres, celle de se dire bah, comment est-ce qu'on repense non seulement le matériau digital, comment est-ce qu'on repense les relations entre les personnes, comment est-ce qu'on repense les esthétiques des interfaces. Et donc, vous avez toute une série d'enjeux qui sont bien liés à cette notion de médium au sens très large du terme, qui est à la fois le matériau, les relations entre les personnes, les valeurs que cela incarne, l'histoire aussi des pratiques de ces objets-là. Donc voilà, donc ça c'est pratique d'avoir un modèle comme ça parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qui sort de la culture qu'on réutilise, qu'est-ce qu'on transforme dans notre pratique de conception et comment est-ce qu'on va réinsérer tout ça dans un environnement quelconque. Et à chaque fois, il y a des opérations.
Et donc, on va s'intéresser à ces opérations. Alors, ceux qui connaissent, par exemple, CK, la méthode CK qui a été développée à l'école des mines, je suis très, très proche. Hein, un modèle comme celui-ci, il est très, très proche de la méthode Concept Knowledge qui a été développée à l'école des mines. Voilà. Et puis, pour continuer, la deuxième partie de la définition, c'est infrastructure. Alors, il faut que vous sachiez, pour ceux que ça intéresse, qui sont justement dans cette problématique des infrastructures, qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc au tout début des années 2000, à partir d'un texte fondateur en fait de Susan Lee Starr, The Ethnography of Infrastructures, donc qui va lancer en fait ce qu'on va appeler la sociologie des infrastructures. Parce qu'on va se dire, ah mon Dieu, mais les infrastructures, c'est pas que des trucs techniques, c'est aussi toutes sortes de choses qu'on peut commencer à regarder. Donc ça, c'est juste pour vous dire, si ça vous intéresse, qu'il y a des références hein, sur cette thématique-là. Donc, Alexis, si tu peux passer à la suivante. Voilà, en fait, Suzanne, elle va dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'infrastructure. Ce n'est pas simplement un système technique, ça a une portée au-delà d'un événement unique ou d'une pratique sur un seul site. Ça se développe de façon incrémentale, c'est-à-dire que c'est pas tout de suite, d'un coup. Enfin, en tout cas, c'est elle, ce qu'elle observe jusque dans ces années-là et au-delà, hein, puisque ces études-là, elles se continuent encore aujourd'hui sur des nouvelles, toutes sortes d'infrastructures routières, informationnelles, etc. Et puis surtout, et ça c'est très intéressant, leur finalité, les infrastructures, c'est de ne plus être vues, mais de soutenir des tâches de façon transparente. Alors, on va voir que ça pose une question, surtout quand on veut développer et déployer une nouvelle infrastructure, justement, parce que ce côté transparent, vaut mieux à un moment donné que ça ne le soit pas trop, voilà, pour que les gens comprennent quelle est cette alternative. Et puis, c'est vraiment, ça dépend évidemment de standards qui sont déjà existants. Et donc, toute la question, mais que vont vous expliquer très bien Jérôme et Alexis, c'est de mettre en relation cette infrastructure avec d'autres infrastructures, d'autres standards qui sont déjà existants. Et puis, la question, c'est de dire aussi, c'est lié à des conventions de pratique, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont habitués à faire des choses, c'est super dur de leur proposer des nouvelles façons de travailler, de s'exprimer, de collaborer. Donc, il faut qu'ils y voient quand même un peu un intérêt et puis aussi qu'ils comprennent. Donc, il y a des problématiques qui sont liées évidemment à l'innovation. Donc, vous voyez, quand j'ai mis question de design et de conception, on revient sur cette question de on va dire, des deux définitions. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des choses que les designers vont pouvoir prendre en charge, mais on ne prend pas en charge tout. Voilà. Et donc, il y a des choses dans lesquelles les designers professionnels, donc ça, c'est ce que je vais vous montrer peut-être dans la slide après, ils vont pouvoir prendre en charge. Donc, si on reprend cette définition du démonstrateur, c'est a material artifact with physical properties and pragmatic properties and its effects on human organizations. Donc là, typiquement, on a des choses qui vont avoir avec les médiums, ça va être un médium d'expression. Et donc, vous avez des gens qui sont plutôt spécialistes du design d'information ou du design graphique et qui vont rendre compte en fait des propriétés matérielles de cette nouvelle structure, on va dire. Et puis, c'est aussi des gens qui vont s'intéresser au design d'interface, puisque là, il va falloir à un moment donné, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va être encore derrière des ordinateurs, on sait bien qu'on va se servir du réseau, mais la question, c'est comment est-ce qu'on va sémiotiser, chez nous on dit ça, sémiotiser, c'est rendre sensible, rendre explicite à l'écran ce que cela propose du point de vue pragmatique pour les utilisateurs. Ça, c'est pas évident parce qu'encore une fois, c'est une passerelle. C'est pas tout de suite qu'on peut être transparent, même pour une infrastructure. Il vaut mieux d'abord être un peu explicite. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt des gens qui sont du côté du design d'interface. Puis vous avez le design d'expérience, c'est-à-dire que là, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut construire donc, des récits avec des figures d'utilisateurs pionniers, peut-être. Et là, on rejoint pas mal les problématiques de marketing. Et ça aussi, Jérôme et Alexis vont vous en parler, parce qu'en fait, à qui on doit s'adresser d'abord en premier, et donc avec qui on doit construire cette légende de cette nouvelle infrastructure. Et ça, c'est super important, parce que ce que rappelait tout à l'heure David, il y a eu des héros de cet Internet, il y a eu des figures, il y a eu un milieu anthropologique tout à fait spécifique pour son développement. Et c'est parce qu'il y avait des premiers utilisateurs qui avaient aussi un profil tout à fait particulier que finalement, tout ça a pu se développer. Et puis, on a une partie qui est très importante à mon sens,
qui rejoint l'art, mais en fait, qui est la question d'explorer. Une fois que vous inventez une technique ou un système ou même une infrastructure, avant qu'on en sache vraiment tous les potentiels esthétiques, il y a toute une phase d'exploration de ces potentiels esthétiques. Et ça, c'est aussi super intéressant. C'est souvent ce que font les artistes qui s'emparent justement de ces choses bizarres là, dont on ne sait pas trop à quoi elles servent, ou pourquoi elles servent, et qui vont pousser, on va dire, les logiques des propriétés matérielles, des propriétés sensibles, des propriétés relationnelles de ces systèmes ou de ces infrastructures. Et donc ça, c'est assez aussi intéressant. Ça rejoint le design, là aussi, cette dimension assez poétique, en fait, hein, d'exploration des matériaux ou des technologies. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais il y aura peut-être des questions et puis je pense qu'on va rebondir après avec ce que disent, ce que vous proposeront Jérôme et Alex. Merci beaucoup Annie. Donc c'est Alexis Tamas qui vous parle maintenant. Donc effectivement, je suis un des co-concepteurs de Frogance dans un projet de médium pour publier des contenus sur Internet. Je remercie beaucoup Annie d'avoir accepté de nous accompagner dans cette démarche aujourd'hui, de bien comprendre tout ce qu'on a créé et aussi quels sont les enjeux précis auxquels on fait face aujourd'hui dans le cadre du démarrage de la diffusion de cette infrastructure en 2022. Et merci aussi pour cette mise en perspective du sujet qui est très riche et nous intéresse beaucoup. Alors, peut-être pour introduire Frogance, donc, qui est effectivement un projet d'infrastructure, je dirais qu'il faut peut-être commencer par dire la raison d'être de ce projet, le pourquoi, en fait, pourquoi on a démarré cette histoire-là, avec Amaury Grimbert aussi, qui est le co-inventeur, co-concepteur initialement de cette technologie et de ce médium. Eh bien, en fait, notre volonté, notre observation au début du projet, c'était de se rendre compte qu'en fait, pour publier des contenus sur Internet, aujourd'hui, bien en fait, hier, au moment où on a démarré, il n'y a toujours que le web comme environnement ouvert dans lequel on peut publier des contenus. Or, cet environnement, c'est une infrastructure, en fait, c'est construit comme une infrastructure et il a évidemment beaucoup de propriétés particulières et il nous a semblé intéressant de dépasser ce seul choix qu'on avait de publier à travers le web pour proposer autre chose avec d'autres propriétés. Alors effectivement, quand on n'a pas le choix, eh bien on finit par penser que par exemple l'Internet, c'est le web, que le web c'est l'Internet et qu'en fait il n'y a pas de différence entre les deux. Or, le web finalement n'est qu'une application possible du réseau Internet et on va pouvoir voir ça dans le prochain schéma. La deuxième chose qu'on voulait mettre en place, c'était justement pour changer un peu du web qui était un petit peu lourd, un petit peu compliqué à suivre, à utiliser pour les utilisateurs, eh bien, c'était de fournir une expérience de navigation qui soit différente de celle du web. Donc, effectivement, je l'ai dit juste à l'instant, c'est une infrastructure qui se positionne à côté des sites web. Donc là, j'insiste bien, nous avons le réseau Internet permet de transporter des données, permet de faire vivre des applications de différentes natures. Là, on a représenté les sites web comme une forme d'usage du réseau Internet. On va donc avoir les sites Frogance, comme vous le comprenez bien, sur ce schéma en parallèle, mais vous avez aussi la messagerie électronique, les messageries instantanées. Nous sommes actuellement en train de parler par une application de visioconférence qui fonctionne aussi sur le réseau. Donc, on voit bien que le réseau Internet est plus large simplement que les sites web. Pour autant, les sites web sont la seule possibilité aujourd'hui pour pouvoir publier des contenus. Alors, je vais... Si je puis me permettre, oui, Alexis, donc ce transparent page 12, il est fondamental. C'est pour dire que jusqu'à présent, il y avait le web qui s'appuyait sur le réseau Internet, et c'était la partie graphique visible avec les liens hypertextes qui exploitaient Internet. Mais demain, il y aura également la technologie Frogane. Et c'est comme si on passait, en faisant une comparaison avec les systèmes d'exploitation, à du Windows imposé qui est sur les couches basses de BIOS, à Windows et également, par exemple, Linux. Et donc, ça permet à l'utilisateur d'avoir du choix. Et ce que soulignait Annie, c'est la façon de représenter l'information, les connaissances n'est pas la même. Et donc, en fonction de ses habitudes, de ses propres convictions, l'utilisateur soit agira soit de passer par le web, soit par les programmes. Au même titre que tout à l'heure, je disais, il y a des solutions pour les logiciels libres aux côtés des logiciels propriétaires. Et donc, cette possibilité de choix va générer une super émulation si le projet Frogane se développe.
Voilà. Donc ça, c'est un point assez fondamental. On laisse la couche basse Internet et par-dessus, on a le choix des guidages, soit le web, soit les programmes. Merci effectivement David. Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on positionne bien les choses, et c'est fondamental en effet, il faut aussi dire qu'en fait un projet d'infrastructure, c'est pas uniquement des idées sur un papier, ce sont des gens qui travaillent dessus, et il faut donc comprendre quelles sont les entités qui développent cette infrastructure et comment elles le font. Donc là, je vais passer la parole à Jérôme qui va nous expliquer ceci. Oui, alors bonjour à tous. Alors effectivement, plusieurs entités interviennent dans le projet Frogance. Donc moi, je représente l'entité OP3FT que vous voyez sur ce schéma. Donc derrière ce sigle un petit peu bizarre, on a l'organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la Frogance Technology, d'où le 3, les 3 P de promotion, progrès et promotion. Donc, l'OP3FT est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2012 et qui est au service de l'intérêt général, voilà, et donc qui se propose de mettre à disposition de la technologie Frogance gratuitement pour tous. Donc, Annie parlait tout à l'heure des interlocuteurs, des publics auxquels on s'adresse. Donc, l'OP3FT s'adresse bien sûr à tous les utilisateurs, mais parmi tous ces utilisateurs-là, à un public particulier peut-être qui est les développeurs, les designers justement, donc toutes les premières personnes qui vont s'emparer de la technologie Frogance pour en faire quelque chose. Donc ce qui est important, c'est de voir aussi que l'OP3FT développe la technologie Frogance sous la forme d'un standard ouvert. Donc ça, c'est important. On s'est inspiré notamment de ce que fait un autre organisme de standardisation qui est l'IETF, dans la manière de concevoir nos spécifications techniques et demain de pouvoir les discuter avec les communautés techniques. Donc ça, c'est l'OP3FT. Et l'OP3FT décline son travail avec d'autres entités qui sont ce qu'on appelle les antennes locales. Donc vous avez par exemple OP3FT China, qui est la première antenne locale que nous avons ouverte en Chine, tout simplement parce que la Chine représente 900 millions d'utilisateurs avec des particularités et des usages bien spécifiques. Et si nous voulons que notre infrastructure soit disponible dans le monde entier et soit vraiment utilisable par tous, il était important qu'on ait une présence dans l'Empire du Milieu. Et nous travaillons également à l'ouverture d'une autre antenne locale aux USA, à Washington, D.C. Donc ça, c'est un premier volet, les entités qui s'occupent vraiment de la technologie, du développement des standards, des normes autour de Frogance. Et puis, vous avez une deuxième entité qui s'appelle F2R2, qui là, pour le coup, est une société commerciale qui a été créée en 2019 et qui assure le financement du projet Frogance, puisque l'OP3FT est une organisation à but non lucratif qui a besoin de ressources pour fonctionner. Donc concrètement, F2R2, qui signifie Frogance Friends Relay Registry, est ce qu'on appelle un opérateur de registre qui va commercialiser les adresses Frogance, qui vont permettre ensuite aux utilisateurs de se connecter au site Frogance. Donc ça, c'est évidemment un marché. Donc la société F2R2 va commercialiser ces adresses. Et comme on le verra tout à l'heure dans le modèle économique, il existe un contrat entre F2R2 et l'OP3FT par lequel en fait F2R2 reverse une partie de son chiffre d'affaires à l'OP3FT pour justement financer le fonctionnement de l'OP3FT et le développement de la technologie Frogance. Voilà, donc voilà les deux types d'entités qui concourent au projet Frogance. Et qui, si je me permets, Jérôme, pour vous redonner la parole tout de suite, qui justement permettent d'assurer à la fois la pérennité de l'infrastructure de Frogance et sa neutralité pour être indépendant justement des acteurs qui vont ensuite pouvoir utiliser la technologie ou ce médium de façon plus générale pour faire des activités économiques ou non, comme elles le souhaitent. Alexis, merci. Donc, comme disait tout à l'heure Annie, on est en présence d'une nouvelle infrastructure qui est un peu comme un ovni dans l'univers d'Internet. Et c'est toujours compliqué d'introduire une innovation parce qu'il faut à la fois être différent et comparable. D'ailleurs, c'est une grande interrogation qu'on a eue lorsqu'on a créé l'OP3FT en 2012. Comment se distinguer sans se comparer? Faut-il se comparer au web?
Faut-il au contraire faire abstraction du web et essayer de faire comprendre Frogance en soi? Donc, c'est tout un débat. Donc, on y reviendra tout à l'heure probablement, mais toujours est-il que l'OP3FT en tant que structure, elle, est comparable à d'autres organisations de standardisation et donc ne travaille pas seule. Donc là, sur ce schéma, par exemple, vous pouvez voir d'autres organisations avec lesquelles l'OP3FT travaille. Donc l'ICANN, par exemple, donc, qui gère en particulier les noms de domaines et qui a délégué à l'OP3FT en 2014 un nom de domaine de premier niveau, le .frogance, l'extension .frogance, qui est utilisé pour sécuriser et stabiliser la couche Frogance sur l'Internet. Voilà. Nous avons également une autre organisation avec laquelle nous travaillons qui s'appelle l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, qui est grosso modo l'organisation qui est chargée de définir les normes, les standards de base de l'Internet, comme le TCP, l'IP par exemple. Et donc l'OP3FT et l'IETF ont travaillé pour pouvoir standardiser le système de lien qui permet d'ouvrir des sites Frogance depuis n'importe quelle page web ou application. Donc ça a été formalisé dans ce qu'on appelle une RFC, la RFC 85-89. Parce que évidemment, Frogance et le web sont deux médiums sur l'Internet qui peuvent communiquer l'un avec l'autre. Et donc, il sera possible de faire des liens, par exemple, d'une page web vers un site Frogance. C'est tout l'objet de cette RFC 85-89. Et puis, un troisième acteur qu'on peut citer parmi d'autres, c'est l'Internet Society of China. Donc là, c'est plus spécialement l'antenne locale de l'OP3FT en Chine qui travaille avec cette structure, qui est en fait une structure qui dépend du ministère de l'Industrie en Chine et qui joue un petit peu le rôle de l'Internet Society dans le monde occidental, on va dire. Donc, le rôle de l'Internet Society of China, c'est de populariser les usages d'Internet, de faire de l'éducation sur tout le territoire chinois qui est très vaste et qui est très, très divers. Et donc, OP3FT China a de multiples contacts avec cette structure et participe par exemple à des événements comme la China Internet Conference qui a lieu chaque année à Pékin et qui est en fait le grand moment où sont définies et présentées les grandes orientations des politiques chinoises en matière de l'Internet. Donc c'est important pour l'OP3FT de travailler avec ses pairs pour pouvoir développer cette infrastructure. Alors, je préciserai effectivement que sur l'ensemble du projet, on ne s'est pas limité à ces trois organisations, on en a rencontré beaucoup d'autres, mais là, effectivement, c'est celles avec lesquelles on a la plus grande proximité aujourd'hui pour la réalisation de la mission, en fait, dans l'intérêt de tous. Je précise aussi peut-être que l'OP3FT et F2R2, ce sont des équipes, évidemment. Jérôme et moi sommes les représentants aujourd'hui du projet, mais nous avons une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur ces sujets-là pour justement développer à la fois la technologie, mais aussi toutes ces relations avec les différentes organisations. Et là, donc, je voudrais juste vous parler, c'est anecdotique, mais c'est tout à fait amusant et aussi représentatif du sérieux, malgré tout, du projet. Alors, je crois qu'il y a un écho, il me semble. Je ne sais pas si c'est Jérôme qui pourrait couper son micro. Voilà, merci. Donc, c'est un petit peu anecdotique, mais ça existe. C'est qu'à l'occasion des relations qu'on a développées du coup avec ICANN et IETF, nous avons été amenés à rencontrer donc deux pères fondateurs d'Internet, l'un qui s'appelle Vint Cerf, numéro 1 ici, et Steve Crocker, numéro 2 sur la photo, qui ont été donc les inventeurs du réseau Internet à travers les inventions du TCP/IP et des protocoles fondamentaux. Ils ont aussi inventé l'organisation de standardisation IETF qui gère ensuite le développement d'Internet. Donc, ils sont toujours actifs, on va dire, dans cet univers-là. Et nous avons donc eu la chance avec Amaury Grimbert de les rencontrer à Washington pour notamment exposer Frogance, montrer comment ça fonctionnait en termes d'infrastructure et apprendre d'eux, recevoir des conseils très utiles sur le déploiement notamment de cette infrastructure dans les différents pays et auprès des différents acteurs. Je mentionne aussi Khaled Kouba qui est le numéro 3 sur l'image et qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé donc, dans les organisations de standardisation et les organisations d'Internet et qui aujourd'hui est administrateur de l'OP3FT. Donc nous aide énormément pour la mise en place des bonnes pratiques d'une organisation de standardisation internationale.
Alors, sur l'infrastructure elle-même, et puis je vous promets qu'ensuite on vous montrera quand même des sites Frogance, puisque c'est ça aussi qui est important. Deux, trois choses à dire simplement par rapport à l'OP3FT. Jérôme a mentionné le W3C, qui est l'organisation qui s'occupe de la standardisation du web, en tout cas qui la coordonne, et puis l'IETF qui s'occupe des standards techniques d'assez bas niveau dans le web. Bon. L'OP3FT a été créé sur des modèles comparables, comme l'a dit Jérôme, un peu plus tard, évidemment, 2012, ce n'est pas 1986, une organisation à but non lucratif qui émet des standards, donc qui s'appelle à l'OP3FT des spécifications techniques. La propriété des standards, qui est dans l'OP3FT est en fait un fonds de dotation, donc la dotation contient les standards édités, publiés et développés par l'OP3FT, de même que l'IETF en fait a un trust et ça fonctionne finalement de la même manière. Il y a évidemment dans tous les cas des licences pour une exploitation gratuite des technologies qui sont développées. Les sources de financement de l'OP3FT ont été indiquées tout à l'heure par Jérôme, donc il s'agit de royalties, en fait, de redevances sur l'exploitation du système d'adressage. Et puis, je termine par le slogan, qui est très caractéristique du projet Frogance et qui va porter beaucoup de valeurs, en fait, qui vont se déployer ensuite à différents endroits dans le projet, qui est de penser aux utilisateurs en premier. Donc, pour une organisation qui développe une technologie, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est fondamental dans la philosophie de travail des salariés et des prestataires et de tout l'environnement d'OP3FT, c'est de toujours prendre des décisions dans l'intérêt des gens avant de les prendre dans l'intérêt d'une technologie ou dans l'intérêt scientifique, etc. Donc, vous verrez un peu plus tard, ça a des applications très concrètes. Pour terminer simplement cette introduction sur l'infrastructure, si on regarde juste un tout petit peu techniquement, mais c'est très facile à comprendre même pour nos amis qui nous écoutent, qui ne sont pas ingénieurs télécom, et d'ailleurs Jérôme lui-même ne l'est pas, et il y a plutôt une formation du côté d'HEC, donc ce qui lui permet quand même parfaitement de maîtriser tous ces schémas-là, donc suivez-moi 2 secondes. Personne n'est parfait, Alexis. Voilà. Non, vous si, Jérôme, mais les autres, non. Le fonctionnement d'une navigation sur Internet à travers les sites web, donc c'est très simple. En fait, c'est un navigateur web, c'est le point 1 qu'on voit là. Je rentre un nom de domaine. L'adresse est résolue sur un serveur de nom de domaine qui va me permettre de localiser ce qui se passe à droite ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le serveur qui est à droite, qui a des contenus, qui détient des contenus. Et puis ensuite, à partir de l'affichage de cette page qu'on aura été chercher, eh bien, il y a d'autres sources qui vont partir, là la flèche 4, qui vont être collectées sur d'autres serveurs, par exemple pour aller chercher des images, pour aller chercher des publicités, pour éventuellement faire du tracking, etc. Et puis ensuite, il y a un affichage évidemment de la page. Dans Frogance, vous allez voir, je viens de passer à Frogance, il y a quelques petits changements. Le navigateur, ce n'est plus un navigateur web, c'est un navigateur dédié au site Frogance qui s'appelle Frogance Player. On rentre une adresse, donc vous voyez le format est un petit peu différent. Frogance étoile exemple, là sur l'écran. Il y a une résolution d'adresse, comme en haut, le point numéro 2. Cette résolution d'adresse va avoir beaucoup plus de données que la résolution sur le web, c'est-à-dire qu'elle va permettre de faire venir au niveau de l'utilisateur donc des données comme par exemple quelles sont les informations techniques qui vont permettre de se connecter au serveur. Donc, ça va permettre de définir un niveau de sécurité prévisible de connexion vers le serveur, le point numéro 4, et aussi, par exemple, des informations administratives sur la territorialité de la publication, par exemple, est-ce que ce site Frogance est fait pour tout le monde ou pour certains pays en particulier. Voilà. Donc, on va pouvoir avoir ces éléments d'information qui vont permettre, c'est le point 3, de faire intervenir éventuellement l'utilisateur final dans la connexion au serveur s'il y a des restrictions, par exemple, d'accès. Ensuite, on va aller chercher des informations comme dans le web sur le serveur, mais là, il y a une différence fondamentale qui va avoir des actions très différentes sur différents points, qui vont être de ne pas aller chercher de données sur un autre serveur que le serveur qui héberge le site Frogance. Donc voilà une différence d'architecture très importante, c'est-à-dire que les données sont bien chez la personne qui publie le site et pas chez des gens ailleurs sur Internet. Ce qui n'empêche évidemment pas un site Frogance d'être composé de sources multiples, mais la responsabilité de la composition doit être faite par l'éditeur sur son serveur et elle ne se fait pas directement sur le poste de l'utilisateur. Voilà, et ensuite l'affichage se fait.
Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un point donc, sur l'architecture. Et donc là, je redonne la parole à David, peut-être, pour enchaîner sur la suite. Alors, donc on a vu l'importance de la normalisation des organismes comme l'IETF, l'ISOC, W3C, l'ICANN. Donc, deuxième aspect des programmes qui est important, c'est l'éthique. Et l'éthique doit être compris au sens large. C'est à la fois la sécurité des utilisateurs, de leurs données, la protection de la vie privée, qui n'est pas toujours très bien garantie sur le web, avec notamment les cookies et le fait de pouvoir, par défaut, naviguer de façon plus anonyme et donc pas avoir, comme le petit poussé à chaque fois, des emplacements visités qui sont mis en mémoire, pour le meilleur et pour le pire. Mais les deux apports importants, à mon sens, au niveau éthique, sont, d'un point de vue énergétique et environnemental, l'optimisation des transports réseau, avec moins d'impact en bilan carbone, qui a un gros problème sur Internet avec le web, qui est le fait que la pollution liée au numérique devient un sujet de société crucial. Et donc, la technologie Frogan optimise le transport sur les réseaux. Et puis aussi le fait, avec OP3FT, que c'est un standard ouvert qui permet une interopérabilité. Donc ça, les aspects éthiques sont importants et pour moi sont des piliers qui pourraient conduire au succès de la technologie programme plus tard, si toutefois, et ça ce sera vu dans la quatrième partie, la partie business plan, s'il y a des possibilités de passer à l'échelle et d'avoir un certain nombre d'utilisateurs, une masse critique pour monétiser l'ensemble. Alors tout de suite, je vais laisser la parole à Jérôme qui va donner son point de vue sur l'éthique. Merci David. Donc l'éthique, c'est un grand mot qui peut avoir beaucoup de définitions. Nous, on essaie d'avoir une approche qui est assez pragmatique, en essayant de proposer une éthique qui facilite la mise en relation entre les éditeurs de contenu, ceux qui ont des choses à dire sur Internet, ou des choses à proposer, des services, et puis les utilisateurs finaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, et ça passe par différentes choses, notamment tout l'accent qu'on met sur la protection de la vie privée. Donc ça, c'est une caractéristique assez importante, puisque dans Frogans, les utilisateurs ne sont jamais tracés à leur insu, puisqu'on a fait le choix de ne pas recourir à des technologies très, très répandues, telles que les cookies ou le fingerprinting. Ce sont des choses qui n'existeront pas dans la technologie Frogans. Donc, ça nous paraît très important pour pouvoir assurer une bonne confiance de l'utilisateur, notamment pour un nouveau médium, sachant que les utilisateurs ont eu des expériences parfois un peu malheureuses ces dernières années. Donc ça, pour nous, c'est un facteur d'acceptation important de la technologie. Et puis, un autre aspect de l'innovation que tu as cité, c'est l'aspect respect de l'environnement. Donc ça, évidemment, c'est toujours un petit peu délicat à mesurer. Mais ce qui est certain, c'est que les sites Frogans sont beaucoup moins gourmands en ressources que les sites web ou que d'autres applications. Et donc, on peut penser que là, il y aura un gain réel qui pourra limiter l'empreinte carbone de la technologie Frogans. Donc, ça, c'est deux exemples parmi tant d'autres, mais bon, l'éthique, on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui est vraiment très profonde à l'OP3FT au fur et à mesure qu'on développe la technologie. Oui, juste pour ajouter peut-être un point sur cette dimension éthique, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi, Alexis, d'où tu viens. Et la question de la propriété intellectuelle, qui faisait partie de tes premiers métiers, ça aussi, c'est une ethics by design, hein, c'est-à-dire de se dire, voilà, on protège, on respecte, on sécurise, et puis aussi, on a véritablement nos propres données. Et ça, je pense que quand on a fait de la vidéo comme toi, du cinéma, c'est quand même c'est vraiment un questionnement. Je pense que ça pose vraiment, pour tous les créateurs, en tout cas, une vraie question en effet, de où vont toutes ces créations intellectuelles.
Oui, merci Annie de le souligner. Effectivement, le projet, c'est pas développé comme un projet informatique en fait. Au départ, il s'est développé en se disant qu'on avait envie de rendre service à des éditeurs de contenu qui ont des choses à exprimer, à développer, à envoyer, à partager, et puis en même temps de se mettre du point de vue de l'internaute l'utilisateur final, qui lui subit beaucoup de technologies visibles, un peu lourdingues quand il s'agit, Jérôme le disait, enfin, en creux, de faire des réglages dans son navigateur, etc. C'est épouvantable. Maintenant, aujourd'hui, il faut cliquer sur beaucoup de boutons pour accepter des choses qu'on ne comprend pas vraiment autour des cookies. Et donc, voilà, ça, on s'est mis dans cette simplification avec l'idée qui est commune, hein, mais que quand une technologie finit par être au point, elle finit par un peu s'effacer. En tout cas, elle est moins pesante pour les utilisateurs. Il faut qu'elle disparaisse, en tout cas, de la contrainte. Après, elle peut se voir, mais il ne faut pas qu'elle soit trop lourdingue. Et peut-être que, malgré tout, ma formation d'ingénieur télécom m'a un peu poussé aussi à me dire que, au départ, un téléphone, ce n'était pas un ordinateur, et un téléphone, c'était très simple à utiliser. Il y a une tonalité ou il n'y en a pas. Bon. Et c'était donc un médium de communication très simple, en réalité, d'usage. Probablement très compliqué à développer, à déployer, etc. Mais en tout cas, qui pour l'utilisateur était simple. Un numéro de téléphone, une tonalité, pas de tonalité, ça sonne. Enfin, l'appropriation était extrêmement simple. Et donc, quand on a démarré ce projet donc avec Amaury Grimbert, on s'est dit il faut retrouver une simplicité dans l'informatique, malgré l'informatique qui va s'interposer. On va essayer de se passer des messages d'erreur. On va essayer de se passer de tout ce que l'informatique habituelle nous amène sans se poser de questions. Donc, effectivement, ensuite, le fait de s'entourer de gens de cultures diverses, d'approches diverses, a fait aussi qu'on s'est rendu compte qu'il était possible de travailler dans ce sens-là. Il était possible de contourner, enfin d'éviter de tomber dans des problèmes de gestion de vie privée, par exemple. Il suffisait de le vouloir et après on trouvait les solutions. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Frogance. Souvent, c'était le produit aussi de la simplification de la technologie qui nous a amené à des solutions simples et pas des usines à gaz pour reprendre une expression habituelle dans ce cas-là. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être, si vous le souhaitez, peut-être enchaîner directement sur les dimensions esthétiques et vous montrer en fait à quoi ressemblent des sites Frogance, parce qu'en fait, finalement, c'est un point important. Alors, le mieux peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est peut-être, je ne sais pas si Annie, tu veux dire quelque chose autour de l'esthétique, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, et sinon, après, on pourra regarder un petit film qui nous permettra de comprendre exactement ce que fait Frogance. Je pense on a dit l'essentiel, hein. Quand tu utilises le terme de médium, encore une fois, ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est que c'est à la fois la dimension plastique. Et donc, comment est-ce que Frogans a des propriétés plastiques intéressantes, donc qu'il faut découvrir au sens de, bah, il y a une invention, ok, il y a une invention technique, mais ensuite, comment est-ce qu'elle se rematérialise? Donc ça, c'est effectivement les dimensions esthétiques. Et il faut bien se rendre compte que quand on travaille avec des designers, ces deux dimensions, éthique et esthétique, moi je dis souvent que le designer, c'est un virtuose des normes. Et normes, pas au sens ICANN nécessairement, mais quoique. Mais c'est aussi, enfin voilà, la question de dire, c'est comment est-ce qu'on recrée des esthétiques intéressantes à partir d'une nouvelle technologie, d'un nouveau médium qui est donc à ces dimensions plastiques-là. Donc oui, moi, si tu veux montrer le film, je pense que c'est une bonne idée parce que ça te donnera tout de suite. Juste avant le film, peut-être un petit commentaire. Pour les sites web, on a attendu assez longtemps pour avoir des sites responsifs, c'est-à-dire pour lesquels l'affichage soit adapté en fonction du device, que ce soit une tablette, un smartphone ou un PC. Or là, la responsivité est d'emblée embarquée par les Frogans. Et après, il y a aussi la présentation, le fait qu'un iPhone est plus facile à utiliser, plus intuitif qu'un BlackBerry ou que des Alcatel de Nokia, etc., de jadis. Et donc, ça permet aussi d'avoir une acceptation d'une utilisation massive de l'outil. C'est comme lorsque l'on conçoit une automobile, il y a la carrosserie et le moteur. La carrosserie a un côté esthétique, et puis le moteur, c'est la technologie qui va avec. Et on a besoin à la fois du fond et de la forme pour que l'outil soit adopté massivement. Et c'est un petit peu les réflexions qui ont, je crois, présidé à la création des programmes. Cette fois-ci, je n'ai pas d'intérêt, mais j'essaye de donner des éléments de comparaison qui soient objectifs pour montrer un petit peu le changement de paradigme qui peut exister entre les web et les programmes.
Merci David. Donc voilà, donc on va arriver maintenant sur l'interface de Frogance, donc une nouvelle présence sur l'écran. Là, c'est une capture d'écran juste avant que je vous lance la vidéo. Ce que vous allez observer simplement, c'est qu'il y a des contenus qui ont une certaine forme. Vous allez observer qu'un autre aspect, c'est leur navigation. Leur navigation va être finalement, je pense, assez souple, assez simple. On va voir. La troisième chose, c'est leur manipulation sur l'écran. Et tout ça va constituer, si vous voulez, cette présence sur l'écran, pas uniquement leur forme, mais aussi la manière de les utiliser. Alors, je vais… alors ça, c'est le suivant. Donc, je vais passer à cette vidéo en coupant mon son pour que vous puissiez bien entendre. Je suis actuellement devant mon écran. C'est l'écran d'un ordinateur sous Linux, mais ça pourrait être exactement pareil avec un ordinateur Mac ou sous Windows. Ce que j'utilise habituellement sur mon ordinateur, c'est par exemple des applications de traitement de texte ou de tableur. Mais j'utilise aussi bien sûr énormément mon navigateur web. En l'occurrence, j'utilise Chrome, mais ça pourrait être aussi Safari, Firefox, Edge, etc. Grâce à lui, je peux naviguer sur des sites web et accéder ainsi à énormément de contenus et de services. Ceci étant dit, je rencontre quelques problèmes. Par exemple, je ne peux pas facilement naviguer sur des sites web et en même temps travailler avec mes autres applications, car les fenêtres sont trop grandes, et je dois passer de l'une à l'autre pour pouvoir les utiliser confortablement. De plus, je trouve que comme les sites web sont tous enfermés dans la fenêtre rectangulaire du navigateur, ils finissent par se ressembler un peu tous malgré leur contenu différent. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on ne peut utiliser qu'un seul site web à la fois. Si je veux en utiliser plusieurs en même temps, je suis obligé d'utiliser des onglets et de passer de l'un à l'autre. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que quand je veux utiliser un même site web sur mon smartphone, je n'ai pas le même contenu qui s'affiche. Les liens et les boutons sont à des endroits différents et certaines fonctions ont été retirées, certainement parce que l'écran est trop petit. Et aussi, il faut beaucoup défiler. Le passage de mon ordinateur à mon smartphone, et vice-versa, n'est pas fluide. Du coup, je suis souvent obligé de télécharger et d'installer une app sur mon téléphone. Mais je n'ai pas la place ni le temps d'installer une app pour chaque site web que j'ai envie de visiter. Un autre aspect que je trouve plutôt dur avec les sites web, c'est toutes les difficultés que j'ai pour protéger ma vie privée. Il y a bien des avertissements sur tous les sites web que je visite à propos des cookies, et on me donne bien la possibilité de les paramétrer, mais comme c'est difficile et long de faire les réglages proposés, je finis par tout accepter. Je n'ai pas vraiment le choix. Et puis si par malheur j'essaye de faire des réglages de vie privée dans mon navigateur, je tombe sur des choix et des options encore plus complexes. Et c'est exactement la même chose avec les réglages de sécurité. Je tombe sur des informations techniques que je ne comprends pas et j'ai peur de faire des mauvais choix. Mais je vois bien que l'Internet n'est pas limité au site web. Il y a de nombreuses autres applications qui apparaissent régulièrement et que je peux utiliser, comme Zoom, Skype, WhatsApp, TikTok et bien d'autres. À ce titre, une nouvelle application va bientôt apparaître sur Internet, qui s'appelle Frogance. Frogance va me donner accès à un nouvel espace de contenu sur Internet, avec un nouveau type de sites qui ont une apparence très différente des sites web et des autres applications. Les sites Frogance vont m'offrir énormément d'avantages et de possibilités. Après avoir téléchargé et installé sur mon ordinateur Frogance Player, un logiciel gratuit, j'ai immédiatement accès à tous les sites Frogance disponibles. Frogance Player se présente sous la forme d'une petite pastille sur mon écran que je peux déplacer où je veux. À partir de cette pastille, je peux entrer l'adresse d'un site Frogance pour le faire apparaître sur mon écran. Une fois que le site Frogance est ouvert, je vois que je peux aussi facilement le déplacer où je veux. Je remarque d'ailleurs qu'il se réduit automatiquement quand je l'approche d'un bord de l'écran et que son apparence change à ce moment-là pour rester lisible. Mais un site Frogance n'est pas qu'une icône. Je peux naviguer dedans pour trouver des informations, voire pour faire un achat si je le souhaite. Ce qui me frappe tout de suite aussi, c'est que le site Frogance n'est pas enfermé dans une fenêtre rectangulaire. Il a une forme libre et il flotte comme par magie sur mon écran, au-dessus des autres applications. Quand je déplace une autre application, on voit que le site Frogance reste au premier plan, toujours prêt à être utilisé. Je peux bien sûr ouvrir plusieurs sites Frogance en parallèle sur mon écran. Sur cet exemple, au centre, je découvre une chaîne de restaurants spécialisés.
sa carte et son ambiance. Sur cet autre exemple, je découvre un sculpteur et ses créations. Au passage, je vois qu'un site Frogance peut changer de forme quand on navigue dedans. Je peux aussi utiliser un site Frogance pour suivre des informations en temps réel. Par exemple, sur ce site Frogance, à gauche, je peux suivre des résultats de tennis. Et même lorsque le site Frogance est réduit sur un bord de mon écran. Sur cet autre site Frogance, en bas à gauche, je peux suivre l'évolution du CAC 40 au cours de la journée et accéder à d'autres informations financières. Depuis ce site Frogance, je peux aussi ouvrir directement un autre site Frogance de la même famille qui me renseigne par exemple en parallèle sur l'évolution du Nasdaq. Ce qui est donc très pratique, c'est que je peux utiliser plusieurs sites Frogance en même temps et je peux les organiser comme je veux sur mon écran. Et je peux même utiliser des sites Frogance pendant que j'utilise une autre application. À tout moment, je peux donc garder un œil sur mes sites Frogance préférés et voir si quelque chose se passe, comme une promotion qui pourrait m'intéresser. Par rapport au site web, je vois que les sites Frogance ont un autre avantage, qui est de s'afficher à l'identique sur mon smartphone ou sur ma tablette. Tout au long de la journée, chez moi, dans les transports ou au bureau, je peux donc passer d'un écran à l'autre sans aucun effort. Et comme les sites Frogance sont beaucoup plus légers que les sites web, bien moins de données sont transportées quand je navigue, ce qui respecte l'environnement. De plus, ma vie privée est protégée sur les sites Frogance. Notamment, contrairement aux sites web, il n'y a aucun cookie dans les sites Frogance. Et d'une visite à l'autre d'un site Frogance, je ne suis reconnu que si j'ai mis ce site Frogance dans mes favoris. Je n'ai aucun réglage de vie privée à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Et pour ce qui concerne ma sécurité, c'est celui qui publie le site Frogance qui détermine le niveau de sécurité nécessaire en fonction du contenu. Par exemple, ma banque choisira un niveau de sécurité maximum. De mon côté, je n'ai aucun réglage de sécurité à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Les usages des sites Frogance sont infinis, dans tous les secteurs et sous toutes les formes possibles. Mais même si les sites Frogance ressemblent un peu visuellement à des widgets de bureau, les sites Frogance ne sont pas des widgets de bureau. Les sites Frogance sont des contenus publiés sur Internet dans lesquels on navigue, et ce ne sont pas des logiciels que je dois télécharger à mes propres risques. Les sites Frogance peuvent exister indépendamment des sites web, mais les sites Frogance peuvent aussi fonctionner main dans la main avec des sites web. En effet, je peux facilement passer d'un site web à un site Frogance par un simple lien. Et ensuite, si je vais naviguer sur d'autres sites web, ou même si je ferme entièrement mon navigateur web, par exemple pour utiliser une autre application, le site Frogance me permet de retrouver le site web de départ que j'ai perdu de vue par un simple bouton. Pour trouver des sites Frogance disponibles, j'utiliserai des moteurs de recherche comme Google ou Qwant. Et pour faire connaître des sites Frogance à mes amis, je pourrais très facilement leur envoyer l'adresse du site Frogance par email, WhatsApp, Twitter, Facebook ou par tout autre moyen. Voilà, donc nous avons vu là donc cette présentation qui a le mérite de manière assez dense de présenter beaucoup d'aspects de Frogance. J'avais oublié de mentionner tout à l'heure leur apparence identique sur tous les écrans. Pour aller un petit peu vite, vous avez donc vu un peu le fonctionnement. Donc, il y a bien un logiciel qui permet d'y arriver. C'est très simple, c'est un logiciel très simple d'utilisation. Il y a des adresses qui peuvent, ça n'a pas été mentionné dans la vidéo, mais qui peuvent s'écrire dans toutes les langues pour pouvoir justement s'adapter à des circonstances et à des pays variés. Ça fonctionne un peu, ça ressemble à des widgets de bureau comme on a pu en voir par le passé, mais ce ne sont pas, puisqu'en fait, ce ne sont pas des applications. Les sites Frogance, ce sont des contenus publiés en ligne. Donc, il n'y a pas d'application à télécharger à chaque fois qu'on va naviguer sur un site, puisqu'on n'utilise que Frogance Player, le logiciel. Et puis, un intérêt aussi important, c'est les liens qu'on peut faire. On a vu les liens qu'on peut faire entre eux et qui permettent justement de ne pas rester cloisonné dans une application à côté d'une autre. Voilà.
Et puis, peut-être simplement, rapidement, on a fait un petit état des lieux, évidemment, entre les similitudes et les différences du côté des sites eux-mêmes. Il est sûr que les sites Frogance ont une apparence visuelle sur écran très différente, on ne va pas y revenir. Il y a un affichage qui est identique aussi par essence d'un device à l'autre. La démonstration a bien montré cette capacité de naviguer en parallèle. Bon, je ne reviens pas dessus. Si on va sur des plans un tout petit peu plus techniques, il n'y a donc pas de tracking des utilisateurs, ni à leur insu, ni d'aucune façon. Il faut vraiment faire la démarche de mettre le site Frogance dans ses favoris pour accepter d'être reconnu à une prochaine visite, sinon ça n'a pas lieu. Et puis, évidemment, techniquement, il y a un langage de description des slides, hein, ce qu'on appelle les pages des sites web s'appellent des slides, et donc, on pourrait presque dire des transparents, là, pour le coup, puisque, effectivement, ça va apparaître d'une manière avec des formes très, très variées. Et ce peut être donc, c'est donc du XML, c'est extrêmement simple à produire. Et sur la partie quand on va développer des sites qui sont un peu plus compliqués avec des bases de données, eh bien, on va pouvoir utiliser les mêmes langages de programmation qu'on retrouve, et les mêmes bases de données qu'on retrouve sur les serveurs qui aujourd'hui font tourner des sites web. D'ailleurs, on peut héberger des sites Frogance sur les mêmes serveurs techniquement que les sites web, ce qui rend leur utilisation très, très simple, enfin leur déploiement très simple. L'autre chose qui est fondamentale du côté de Frogance, ce sont donc les adresses. On a vu que ce n'était pas les mêmes. Il n'y a pas de HTTPS, de //, etc. Tout ça, ça se passe avec simplement une étoile au cœur d'un nom, d'un identifiant qui est normalement très facile à utiliser et à lire ou à recopier. Voilà, donc c'est un identifiant qui fonctionne dans toutes les langues, donc forcément il fonctionne aussi de droite à gauche. Comme on l'a dit peut-être tout à l'heure, au moment où on a expliqué un peu l'infrastructure, la résolution de l'adresse amène beaucoup d'informations avant qu'on se connecte au serveur de l'éditeur, et donc ça apporte des fonctionnalités très intéressantes, notamment en termes de sécurisation de la connexion, mais aussi en termes administratifs par rapport à l'audience souhaitée pour le site Frogance. On peut aussi se restreindre. Et par exemple, pour des contenus qui seraient pour adultes, eh bien, les parents peuvent bloquer justement l'accès au contenu adulte sur le logiciel Frogance Player, ce qui est beaucoup plus simple que sur le web, que sur les sites web. Et puis, eh bien, en termes d'enregistrement, ça se passe de la même manière que les noms de domaine du web, par des bureaux d'enregistrement, avec des registres aussi qui sont derrière. Et il y a une protection des marques, des titulaires de marques, avec une charte qui est applicable à tous ceux qui enregistrent des adresses Frogance et qui s'appelle l'UDRPF. Et en fait, c'est une adaptation de la même charte qui existe pour les noms de domaine et qui permet aux marques d'éviter d'être cybersquattées tout le temps. Donc là, dans les organisations avec lesquelles l'OP3FT travaille, eh bien, il y a en plus de celles qu'on a indiquées, il y a aussi une organisation aux États-Unis et 5 organisations en Asie qui opèrent justement les résolutions, qui s'apprêtent à opérer les résolutions de litiges éventuels. Sur le business model, puisque une infrastructure, il faut que ça tienne la route, il ne faut pas que ça soit faut que ça se déploie de manière à être équilibré financièrement. Il faut qu'ensuite on puisse continuer de la faire évoluer. Donc il y a des aspects autour du modèle économique qui ont été un peu déjà développés par Jérôme. Et donc peut-être Jérôme peut-il reprendre un petit peu les choses. Alors, petit détour par les usages quand même pour montrer que peut-être ça fonctionne pour un peu tout le monde, ces sites Frogance. Ça a été dit dans la démonstration, dans la vidéo, donc peut-être je ne sais pas si on va vraiment entrer dans ce détail-là. Oui, je pense que les choses ont été clairement dites dans la vidéo. Voilà, et ce qui a été bien indiqué, ça boucle bien avec votre présentation tout à l'heure sur les relations avec l'IETF. Cette petite mention en bas, c'est qu'on peut effectivement, si on peut ouvrir un site Frogance depuis un site web, c'est parce qu'il y a une standardisation des liens qui a eu lieu justement en 2019 avec l'IETF justement. Donc, peut-être un mot, Jérôme, sur l'écosystème, puisque effectivement, Frogance, ce n'est pas uniquement des utilisateurs finaux et des éditeurs de contenu, c'est aussi tout un ensemble d'acteurs. Absolument. Alors, c'est vrai que les utilisateurs finaux et les éditeurs de contenu sont quand même le cœur du réacteur, mais au-delà de ces acteurs, il y a tout un écosystème de parties prenantes diverses et variées, aussi bien des individus que des structures. Donc, les individus, ce sont les gens qui vont travailler avec la technologie Frogance. On peut penser aux concepteurs de sites Frogance,
aux graphistes qui vont pouvoir utiliser cette technologie pour faire des choses très jolies, aux développeurs qui vont pouvoir également brancher les sites Frogance sur des services en back-office pour pouvoir faire des sites Frogance dynamiques, les formateurs qui vont expliquer comment tout ça fonctionne, les juristes, vous venez d'en parler Alexis, des startups qui vont pouvoir développer des activités innovantes en utilisant le médium Frogance, les hébergeurs, puisque ces sites, il faudra bien les héberger, et puis également des acteurs plus institutionnels, plus connus, de plus grande envergure, comme des moteurs de recherche qui existent, ou d'autres peut-être qui verront le jour spécialisés sur Frogance. Il y aura évidemment des activités de SEO pour pouvoir optimiser la recherche et la trouvabilité des sites Frogance pour les utilisateurs, des bureaux d'enregistrement qui permettront d'enregistrer ces adresses Frogance, des agences de communication, enfin c'est très varié. Là, on pourrait tous les citer, mais ça prendrait beaucoup de temps. Oui, effectivement. Et puis, il y a des éditeurs de logiciels aussi qui vont aider les graphistes et tous les créateurs de contenu à accélérer leur capacité de création, comme il existe aujourd'hui aussi des logiciels pour faciliter l'édition de sites web. Je préciserai que les sites qui ont été créés, là, donc qu'on a vu dans la vidéo et qui sont ici fichés sur cet écran, donc ont été créés en fait par un web designer français qui habite à Nantes et qui a justement découvert la technologie Frogance et la façon de les développer il y a quelques mois, et qui, à partir de son expérience de web designer et de graphiste professionnel, a réussi à de se mettre à la production de sites Frogance assez facilement, je trouve. En tout cas, il va très vite dans sa production, et notamment en utilisant des outils courants de production de graphistes comme Photoshop ou Illustrator qui permettent justement de s'interfacer assez facilement lors de la création de ces sites. Alors, sur l'aspect modèle économique, donc, ça a été redit, il y a bien l'organisation OP3FT qui assure la standardisation de Frogance et qui va permettre donc de donner accès à cette technologie de manière gratuite à tout le monde et de façon perpétuelle. La société F2R2, donc, qui assure le financement du projet, au fond, grâce à la commercialisation des adresses des sites Frogance. Cette société F2R2 donc, va distribuer donc, ces adresses à travers des distributeurs, notamment les distributeurs de noms de domaine, puisqu'il y a quand même des grandes relations entre enregistrer un nom de domaine pour avoir un site web et enregistrer une adresse Frogance pour avoir un site Frogance. Donc ça fonctionne bien. Les tarifs qui ont été fixés en fait pour ces abonnements se sont alignés en fait sur les tarifs des noms de domaine en .com. Ils sont un peu moins chers en fait, c'est-à-dire qu'une adresse Frogance par an, ça coûte au niveau du registre, hein, j'entends. C'est pas forcément le prix public à travers les distributeurs, mais disons qu'au niveau du registre, ça coûte un peu moins cher qu'un nom de domaine en .com par an. Et il existe aussi des possibilités de ne pas avoir des adresses qui commencent par Frogance étoile, mais d'utiliser, on l'a vu sur une image tout à l'heure, de mettre autre chose que Frogance, et par exemple de mettre le nom de sa société ou une marque dont on dispose pour permettre de faire un ensemble d'adresses Frogance cohérent, ce qu'on appelle en fait au final un réseau Frogance, c'est-à-dire un groupe d'adresses Frogance, et ça nécessite d'avoir un abonnement aussi pour pouvoir enregistrer le réseau annuellement à 1 500 € par an. Voilà, alors la société qui est comparable qui inspire, on va dire, F2R2 dans son développement et dans sa croissance, c'est la société VeriSign qui, sur le web, s'occupe de gérer les noms de domaine en .com et les .net, et qui s'occupe en fait de plus de la moitié des noms de domaine sur l'ensemble de la planète. Voilà, et comme l'a dit Jérôme, finalement, l'ensemble de l'infrastructure, son modèle économique va être assuré par le versement à l'OP3FT d'une redevance d'exploitation du registre qui vaut en fait 15% du chiffre d'affaires de F2R2 avec un minimum annuel de 1,8 million d'euros que l'OP3FT donc perçoit pour développer de toute façon autonome, indépendante et dédiée, c'est-à-dire en se concentrant exclusivement à sa mission autour de la technologie Frogance, donc va pouvoir affecter ce budget pour réaliser sa mission d'intérêt général. Alors, la dernière chose, peut-être avant de passer à des questions éventuellement, c'est une dernière chose qui existe aussi, il faut le dire puisque c'est public. Il y a aussi dans le financement du projet, donc on a compris F2R2 et le centre de gravité financièrement. F2R2, donc depuis quelques mois, a ouvert une souscription auprès du public pour permettre au public d'entrer
dans le capital d'F2R2 afin de pouvoir, avec le succès du projet, bénéficier d'un investissement qui est espéré rentable. Et donc, voilà. Donc, il y a cette opération de titre ouverte au public qui a été faite dans le cadre d'un dispositif de l'AMF. Ce n'est pas une introduction en bourse, hein, c'est une ouverture du capital au public et qui permet à n'importe quelle personne le souhaitant de rejoindre le projet. Donc, et les informations sont sur f2r2.fr. Ceux qui souhaiteraient revoir la vidéo ou la voir ou en entier, ou je ne sais pas, enfin, ça dépend quand vous avez attrapé la réunion, ça se passe sur f2r2.fr, donc il y a la vidéo dessus. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est la possibilité d'utiliser en fait une version, alors je vais sortir de ce slide-là un instant, il y a la possibilité sur le site f2r2.fr de télécharger en fait une version d'essai de Frogance Player qui va vous permettre, alors là, vous voyez, je l'ai déjà téléchargé, donc je n'avais pas besoin de faire ça. Il suffisait que je le déclenche ici, qui va permettre, en fait, vous voyez, d'avoir aussi sur votre ordinateur, que ce soit un ordinateur Windows ou Linux ou Mac, d'avoir justement la possibilité de découvrir l'interaction avec les sites Frogance. Donc, vous voyez, si par exemple, je veux, dans les récemment visités de cette version, eh bien, je peux soit entrer la main, soit, voilà, comme ça, disposer, là, c'était la vidéo, je l'enlève, de pouvoir disposer d'un site Frogance et de jouer avec et de naviguer dedans. Donc, c'est très intéressant comme possibilité. Et ça, il suffit d'aller en bas de la page de f2r2.fr. Elle n'est pas encore très... ça a été lancé la semaine dernière, cette possibilité. Donc, le lien est un petit peu discret en bas de la page, mais vous le retrouverez facilement si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, Annie et Jérôme. Alors, le modèle économique, en fait, c'est quelque chose de crucial parce que avec les programmes, vous avez bien compris, il y a une disruption, il y a un nouvel écosystème d'acteurs qui va se créer et les acteurs en place vont être un petit peu ébranlés. Qu'est-ce que les moteurs de recherche vont devenir? Est-ce que Google va pouvoir travailler comme je disais avant, ou est-ce que ça va être un nouveau paradigme? Quelle va être également l'évolution du droit associé à l'économie numérique? Est-ce qu'il ne va pas avoir des surcoûts, par exemple, pour les sites marchands en développant à la fois un site web et puis un site Frogane pour pouvoir adresser deux cibles, au même titre que pour les smartphones, il y a à la fois iOS et Google Play qui sont deux systèmes d'exploitation. Et comment, en fait, ce passage d'un site Frogane par lien se fait dans les deux dimensions va être accepté par les utilisateurs au final. Donc ça, c'est un petit peu toutes ces questions de disruption par rapport aux acteurs traditionnels du web. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va avoir un surcoût? Même si on voit que les bénéfices sont réels pour l'utilisateur. Alors, est-ce que ce sont les utilisateurs qui vont guider le marché et qui vont réclamer à consommer du programme plutôt que d'aller sur un site web, notamment les jeunes générations qui voudront avoir quelque chose de plus responsive, de plus intuitif, de plus ergonomique, avec également aussi les questions de consommation énergétique qui sont peut-être plus structurantes pour les Occidentaux et puis pour les jeunes générations. Et enfin, dernière question, par rapport à cette souscription qui est faite, quelle est la part des investisseurs étrangers? Est-ce que c'est une levée de fonds où il y a 80% de Français, ou alors est-ce que les États-Unis, est-ce que la Chine en particulier font des réservations? Je pense que ces questions sont structurantes de mon point de vue pour lancer le débat. Et tout de suite après, comme on a encore 20 minutes, je proposerai à chacun et chacune d'intervenir. Alors, David, pour répondre à la première question sur le financement, elle est simple. En fait, l'offre de titres est ouverte au public pour les résidents en France, pour les gens qui résident en France. On n'a pas besoin d'être français, mais il faut résider fiscalement en France. Ça, c'est en raison du modèle en fait, d'opération de souscription qui nécessite d'être en France. Donc, effectivement, aujourd'hui, cette part n'est pas ouverte à des gens résidant à l'étranger. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Il est aussi possible que cette opération, à un moment donné, prenne fin et s'il reste
des actions disponibles. À ce moment-là, on retourne dans une levée de fonds, je dirais, plus traditionnelle auprès d'acteurs institutionnels. Et là, ça se réouvre naturellement à des investisseurs étrangers. Mais aujourd'hui, le capital de F2R2 est 100% quasiment détenu par des gens résidant en France. Voilà. Donc, c'est un projet aujourd'hui bien ancré en France, mais comme on l'a vu, avec des dimensions internationales extrêmement fortes. La deuxième question que tu posais sur l'adoption de Frogance par rapport au modèle existant et notamment par rapport au web, en fait, appelle un peu une réflexion qui a été menée justement aux États-Unis avec Khaled Kuba et des représentants de l'industrie américaine. Et ce que nous ont raconté ces différentes personnes, c'est que, évidemment, dans un modèle innovant, qui n'est pas forcément disruptif au fond, puisque le web et Frogance vont cohabiter, l'intérêt des grands acteurs, au tout début, n'est pas de faire grand-chose, enfin, n'est pas d'agir, mais plutôt de regarder les trains passer, le temps de voir si les choses fonctionnent et décollent. Donc, on appelle ça aux États-Unis les incumbents, et les incumbents n'ont pas forcément tout à fait intérêt à se prononcer sur des nouveautés alors qu'ils dominent sur le médium existant qui est le web. Donc, ce n'est pas pour autant que la porte leur est fermée, mais elle est aussi ouverte à des gens qui peuvent avoir des initiatives de créer, comme le disait Jérôme tout à l'heure, des startups qui ont envie de se positionner sur de la nouveauté. Quand on regarde les mastodontes du web aujourd'hui, finalement, il n'y en avait pas un qui existait avant le web en réalité. Donc, il est tout à fait possible qu'au-dessus de la technologie Frogance se développent aussi des entreprises, des startups qui deviendront peut-être des très grandes entreprises par le fait qu'elles auront pris, elles auront eu l'audace, on va dire, elles auront eu la possibilité d'avoir l'audace d'investir leur temps et de l'énergie autour de cette technologie, au-dessus de cette technologie. Ensuite, pour aller sur le droit applicable à Frogance, en fait, le droit qui s'applique autour de Frogance, c'est le droit national, c'est-à-dire des différents pays dans lesquels on publie ou on accède à des contenus. Donc là, il n'y a vraiment rien de neuf, c'est-à-dire que peut-être la seule chose, c'est que Frogance va aider un petit peu à harmoniser la publication sur la Terre, puisqu'on peut, comme on l'a dit tout à l'heure rapidement, un éditeur peut indiquer un périmètre de publication, par exemple limité à un pays ou à certains pays sa publication, en réglant son adresse d'une certaine manière, ce qui va permettre éventuellement de régler des conflits juridiques autour des droits, par exemple, de propriété intellectuelle qu'on peut avoir dans un pays et pas dans l'autre, en termes aussi de droit d'expression, puisque bon, on a des lois sur la liberté d'expression qui sont variables. Hein. Dans un pays comme les États-Unis, c'est tout à fait ouvert. En Europe, eh bien, ça dépend des sujets. Et en Chine, c'est plus compliqué aussi. Donc, voilà. Donc, pour permettre justement une harmonisation, la technologie s'est mise dans la capacité justement de permettre aux éditeurs de faire cette régulation eux-mêmes sans être embarrassés par des tribunaux tout le temps. Cependant, la loi s'applique partout où il y a des gens qui utilisent une technologie et ça, on ne peut pas évidemment le contourner. Et puis le dernier point, peut-être autour des sites marchands, je pense que tu disais tout à l'heure, David, que pour un site web existant aujourd'hui qui commercialise, eh bien, il a aussi d'autres canaux à travers ses applications mobiles, par exemple. Hein. Quand on trouve un site marchand va avoir aussi son application sur iOS et puis son application sur Android. Et puis son site web, eh bien, je pense que tout a été conçu pour que fournir une nouvelle expérience sur Frogance, elle sera facile à mettre en place de manière complémentaire. On a vu dans la vidéo un exemple qui est assez intéressant, justement, de persistance du site Frogance sur l'écran, contrairement à un site web qui ne persiste pas puisqu'il est tout de suite remplacé par une autre application ou par un autre site web. Là, il y a donc une opportunité pour les sites marchands, mais aussi d'autres sites, évidemment. On pense aussi au temps réel et puis aussi à tout ce qui peut être animation d'un écran ou fourniture je dirais, j'allais dire entertainment, donc de divertissement voilà, autour de l'écran, eh bien, ça peut être un canal de plus dans l'environnement de l'utilisateur final, au fond. Je pense que ça ne vise pas, évidemment, à remplacer le web, mais au contraire à travailler intelligemment avec les solutions existantes. Merci, Alexis. Alors, je vais vous poser des questions maintenant à tous qui concernent les questions remontées par chat. Alors, Raphaël, qui dit ceci. Nous avons vu que l'on pouvait réduire les sites Frogane.
Est-il envisagé que l'on puisse aussi les agrandir réciproquement, un peu, je crois que ça a été un peu vu dans la démo, notamment pour visualiser des photos, des images ou autres éléments graphiques, demandant un grand format pour être compréhensible. Donc, Annie ou Alexis, qui veut répondre? Alors, je peux répondre en effet. Le site Froggen, c'est un format qui va passer sur tous les écrans à l'identique. Et donc, il a le défaut, on va dire, sur un écran d'ordinateur d'être plus petit que les autres fenêtres. Donc, il va falloir vivre avec ça, puisque c'est un des partis pris en fait, de Froggen, c'est justement de ne pas devenir une grande page sur l'écran ou d'avoir des apparences différentes d'un écran à l'autre. Alors, sur un écran de mobile, bien, ça occupe bien tout l'écran. Sur un écran d'ordinateur, ça occupe une partie plus restreinte. Dans le cas où un utilisateur, enfin, où un éditeur de contenu voudrait produire un contenu qui occuperait une taille plus importante sur l'écran d'un ordinateur, à ce moment-là, la bonne solution, c'est de publier en parallèle donc une page web, par exemple, qui viendrait en complément du site Froggen. Mais je pense que le parti pris de Froggen, c'est justement de limiter l'espace pour arriver à une expression différente des contenus, une navigation différente dans les contenus. Voilà. Il en va de même de la vidéo. Par exemple, pour l'instant, si je veux une vidéo, pour faire une belle vidéo 4K sur mon écran, eh bien, je vais utiliser un autre médium qui est très bien fait pour cela et qui s'appelle le web aujourd'hui. Ok, merci. Une autre question d'Alain. Alors, essayons de répondre de façon synthétique pour qu'on puisse frustrer personne. Froggen ressemble à Internet dont on rêve. Que faut-il faire pour passer du concept à la réalité? Quels sont les points durs et les points d'appui nécessaires pour y arriver? Donc, en fait, quelle est la feuille de route Voilà, au-delà de l'écosystème? j'ai un élément de réponse si vous voulez. Un point dur qu'on peut identifier, c'est comment est-ce que les premiers utilisateurs vont s'emparer de la technologie. Et quelque chose qui risque fort de se produire, c'est ce qui s'est passé au démarrage du web. Je ne sais pas, pour les plus anciens parmi nous, peut-être certains s'en souviennent, mais les premières personnes qui ont fait des sites web ont fait des sites plaquettes, c'est-à-dire ont essayé de reproduire sur le web les plaquettes papier qui existaient avant, notamment dans le domaine du marketing. Et il me semble que ça, c'est un point dur qu'on risque de rencontrer, c'est que les gens, ne connaissant aujourd'hui que le web, vont probablement essayer de faire des sites Froggen qui ressemblent à des sites web. Et comme vient de le dire Alexis, le web est formidable pour tout un tas de choses. Froggen fait très bien pour tout un tas d'autres choses, mais vouloir faire du web dans Froggen, ça ne marchera pas. Parce que Froggen a d'autres propriétés, d'autres avantages, et donc il faut savoir utiliser Froggen à bon escient. Donc ça, c'est un point dur, à mon avis, qui risque de survenir. Et peut-être qu'un point d'appui qui va pouvoir nous aider, c'est en fait des premiers développeurs, des premiers designers audacieux qui vont essayer de faire des choses différentes et qui vont réussir à convaincre des premières entreprises, des premiers clients, de l'opportunité que représente ce nouveau médium pour pouvoir communiquer autrement. Et alors, tout l'enjeu, à mon avis, pour l'OP3FT, pour F2R2 et pour tous les acteurs de l'écosystème, c'est de s'appuyer sur ces esprits pionniers qui vont comprendre avant les autres tout l'intérêt de Froggen pour pouvoir ensuite populariser la technologie avec tout son potentiel et faire des sites Froggen qui ressemblent à des sites Froggen. Oui, juste pour ajouter une petite chose par rapport à ce que tu disais, Jérôme, j'ai l'impression que là, ce qu'on voit pas bien aussi, c'est qu'une page, enfin un slide la première slide d'un site Froggen peut ne pas du tout ressembler à la deuxième slide du site Froggen qui elle-même. Donc, on est dans des systèmes très intéressants de morphing permanent. Et ça, c'est justement une des propriétés esthétiques et plastiques de ces sites-là. Et en effet, qu'on n'a absolument pas. Donc, alors, à quoi ça peut servir? Pour qui ça peut servir? Est-ce que ça peut servir dans le cadre de démonstration? Est-ce que ça peut servir du point de vue artistique? Il y a une question qui est sur le fait que est-ce qu'on pourrait avoir voilà, qu'est-ce que ça pourrait transformer, par exemple, dans le monde de l'art? Bah, ça, c'est typiquement effectivement des questions qu'on peut se poser, enfin, non seulement sur le format, mais aussi comme ce qui est proposé par Gwendal, là, enfin, je ne sais pas si vous avez vu la question, mais gardez-vous un œil sur les synergies possibles avec d'autres technologies émergentes, VR, AI, blockchain, etc. J'imagine par exemple très bien des sites Froggen revertir la forme de non-fungible tokens, et à l'instar de ceci, disrupter par exemple le monde de telles combinaisons ou partenariats aurait-elle du sens pour faire gagner de la visibilité au projet? Donc ça, c'est vous qui pouvez répondre. Mais moi, je pense que oui.
Oui, Oui, c'est souvent les technologies. En fait, il y a les technologies, puis après les usages, c'est les utilisateurs qui sont imaginatifs et qui vont créer. Et donc, on verra de quoi il retournera. Mais donc, plus il y aura une masse critique d'utilisateurs, plus il y aura des primo-utilisateurs qui seront créatifs, plus il y aura une adoption différente, un peu comme l'introduction du Macintosh, qui a permis à d'autres milieux qui étaient réfractaires à l'informatique, des artistes, des journalistes, etc., de s'approprier l'outil informatique. Alors, autre question de Quentin. Merci beaucoup pour cette présentation technologique très intéressante. Donc, il est business manager chez Dejator, un cabinet de conseil en transformation digitale, en USM. Il se pose la question suivante. Y a-t-il déjà des grands comptes utilisateurs, testeurs de cette technologie? Et si oui, donc lesquels? Cette technologie, donc, elle a été développée toujours au contact d'utilisateurs, en fait. C'est ce qui a aussi en fait probablement aujourd'hui sa capacité d'adaptation à un peu tous les cas d'usage. C'est que donc on a fait beaucoup d'essais. Alors, on a donc dans l'histoire, oui, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites avec des acteurs plus ou moins grands, mais aussi des grands acteurs, des médias, etc., qui nous ont permis justement de valider le format, qui ont permis de valider aussi cette ergonomie sur l'écran qui permet de cette maniabilité sur l'écran, qui nous ont aussi donné beaucoup d'idées, comme par exemple, vous savez, ces adresses Froggen qu'on peut mettre un peu en marque blanche avec le nom de sa marque avant l'étoile. Eh ben ça, c'est pas une idée qu'on avait eue nous-mêmes, hein. C'est une idée qui nous a été soufflée justement par des grands acteurs, avec les fonctionnalités qui vont avec, etc. Aujourd'hui, et ça va aussi peut-être compléter la réponse à la question précédente qui était comment tout ça va démarrer. En fait, aujourd'hui, nous sommes un peu en avance de phase puisque le lancement, c'est-à-dire l'ouverture de cette technologie au public est visée pour mi-2022, donc un peu dans 6 mois environ. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que toutes les initiatives pourront se libérer sans avoir besoin de quoi que ce soit de notre part, de la part je dirais, de OP3FT et de F2R2. C'est donc à ce moment-là que l'énergie créatrice va pouvoir se déployer. Et les premières expériences à grande échelle, on va dire, du projet. Pour l'instant, donc, on peut tout à fait commencer à développer, on peut faire des tests. Tout ça, c'est une technologie qui est disponible. Je vous ai même montré qu'on pouvait avoir le player, Friends Player, qui permet de regarder ces premières démonstrations. Quand on regarde des démonstrations, ce sont des sites hébergés pour de vrai, hein. C'est des sites en réseau, etc. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont intéressés peut-être pour faire des expériences avant le lancement, nous sommes l'OP3FT et F2R2 sont tout à fait ouverts à participer à des expérimentations. On en fait déjà pas mal qui sont en cours. Alors, autre question. Alors, au même titre qu'il y a des normes d'accessibilité pour le web, Accessible Web, etc., pour la prise en compte du handicap, pour que le web soit inclusif, est-ce que l'accessibilité numérique est prise en compte by design par Froggen? Donc, question de Béram. Jérôme, peut-être? Oui, alors c'est un sujet qui effectivement est au cœur de nos préoccupations. Alors ce qui est amusant, c'est que pour le coup, la réflexion est mise en œuvre à partir de notre antenne à Pékin. Voilà, on a actuellement notre équipe en Chine qui travaille avec l'université de Beihang, qui est une université assez connue là-bas, sa branche locale qui s'appelle l'École centrale de Pékin. Donc, on a actuellement des groupes d'étudiants qui travaillent avec OP3FT China sur des sujets d'accessibilité. Donc, effectivement, c'est bien pris en compte. Alors, question suivante de Quentin. Alors, il est arrivé en cours de route, il va le noter, de le reconnaître. Alors, il dit qu'il a vu quelques exemples sur le site froganfactory.com. Alors, la question, est-ce que ce sont des projets démo uniquement ou est-ce qu'il y a déjà des startups qui travaillent à faire des POC ou des premiers projets en product? Alors, on n'a pas de connaissance de projets de start-up qui font aujourd'hui des développements, mais notamment des actionnaires de F2R2, des actionnaires individuels qui ont rejoint la société F2R2 qui communiquent avec nous, sont en train de développer des vrais projets, effectivement, de publication de sites. Donc, il y a effectivement des travaux au-delà des démonstrations, des démonstrateurs qu'on peut faire. Il y a plusieurs sites Froggen qui sont effectivement en développement actuellement. Deux autres questions d'Alain. Froggen est financé en France.
Alors, on peut penser aussi que les Français, avec la souscription de part à 1 500 euros, ont un avantage par rapport aux autres nations. Quelle est la connaissance de Frogan par les Américains, sa présence aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une antenne là-bas? Parce que les startups qui deviennent unicornes, quand on regarde bien, il y en a beaucoup qui ont un bureau, soit à New York, soit dans la Silicon Valley, soit même en Chine ou ailleurs, pour peser au niveau international. Donc, quelle est la connaissance de Frogan à l'international, et en particulier par les Américains? Et dernière question d'Alain, pourrait-on revenir sur les bénéfices environnementaux de Frogan? Est-ce que cela pourrait être un bénéfice suffisant, un levier dans la future post-carbone et décroissant? Alors, décroissant, ça c'est une question de point de vue. On peut faire d'économie, pas forcément décroissante, mais on peut faire d'économie autrement. Donc, quelle est la position de Frogan en la matière? Alors peut-être avant de donner la parole à Jérôme, puisque c'est au fond lui qui s'occupe des branches locales, je dirais juste en introduction sur la relation avec les Américains que le projet Frogance, évidemment, il est bâti en France. Hein. Comme disait Jérôme tout à l'heure, personne n'est parfait. On ne peut pas tous être nés en Californie et créer des startups mondiales. Mais en revanche, on a tout de suite eu la conscience, évidemment, que l'adoption de Frogance au niveau mondial nécessitait l'adoption, évidemment, des Américains dans le projet. Donc on a très tôt été en contact avec des grandes entreprises américaines dans le projet. On a fait plusieurs roadshows aux États-Unis pour les rencontrer. On a, vous l'avez vu au début de la présentation, fait des partenariats ou des projets avec des organisations américaines de standardisation, avec ICANN, avec l'IETF, qui est quand même très américaine, même si elle est ouverte, ces deux organisations sont ouvertes sur le monde. On a rencontré donc beaucoup d'entreprises importantes, dans les plus importantes, on va dire, d'Internet, pour justement s'assurer que l'innovation, la façon dont on la conduisait, était quelque chose de parfaitement acceptable pour l'ensemble des gens sur Terre, mais en particulier pour les Américains. Donc, cette démarche qu'on a aujourd'hui en France, en fait, c'est assez intéressant. C'est un peu retour aux sources parce que pendant de très nombreuses années, on a travaillé surtout à l'international du côté américain et aussi, grâce à Jérôme, aussi du côté chinois. Alors, si vous êtes intéressé par les réalisations qui ont été faites, notamment aux États-Unis, mais c'est valable aussi pour la Chine, je vous partage très rapidement un lien pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous allez sur usa.op3ft.org, ou si vous passez par le site d'OP3FT, vous y arriverez aussi. Et là, vous allez voir justement les travaux préparatoires qui ont été faits pendant beaucoup d'années. Et là, vous voyez toutes les participations d'OP3FT à des grandes réunions internationales, justement pour promouvoir Frogance, le faire comprendre et en vue de son adoption. Donc, on a vraiment les présentations qui ont été faites, sont toutes disponibles en ligne et vous pouvez donc voir tout ce travail. Et si vous remplacez USA par China et vous mettez china.op3ft.org, vous avez l'équivalent qui a été fait en Chine et qui est aussi très, très important en termes de préparation justement et de vérification que la manière de faire est la bonne. Merci Alexis. Alexis, je pense que vous avez presque tout dit. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est qu'on a également dans nos équipes plusieurs Américains, donc qui nous apportent aussi cette ouverture culturelle-là, y compris à Paris. Merci à tous les trois. On arrive au terme des questions. Il n'y a plus de questions. On va respecter le timing d'1h30. Donc, ce que je vous propose, c'est un tour de rôle pendant 15 secondes. Si vous avez un petit mot conclusif à rajouter, 15 secondes chacun, rapidement. Bon, moi, je vais commencer comme ça, je vais pouvoir lancer un peu des fleurs. Moi, je trouve qu'on a rarement l'occasion de pouvoir travailler sur un nouveau médium, sur une nouvelle infrastructure. Et en tout cas, je trouve que c'est un beau challenge pour les écoles de design, pour les designers et pour la recherche en design. Parce que je pense que là, on a vraiment un cas d'école et de pouvoir se dire, OK, à quel endroit on peut intervenir, c'est plutôt une occasion assez unique. Voilà, donc on aurait tort de ne pas en profiter. Alors moi, en 15 secondes, ce que je peux dire, c'est que ce que je trouve vraiment fascinant dans ce projet, c'est qu'il y a énormément d'aspects techniques, juridiques, promotionnels, réglementaires, etc. Donc, c'est vraiment un projet d'infrastructure au sens le plus large du terme. C'est très complexe.
Tout ça pour qu'au final, la technologie soit hyper simple à utiliser par l'utilisateur. Donc, ce grand écart entre la complexité pour ceux qui font et la facilité pour ceux qui vont utiliser, ça me paraît tout à fait fascinant. Et moi, simplement pour conclure, je trouve qu'effectivement, on a beaucoup de chance d'être sur ce projet-là et de pouvoir le développer, nos équipes et nous. On est très heureux aussi de voir les premiers utilisateurs qui commencent à se manifester, à utiliser la technologie et s'enthousiasmer sur ce qu'elle peut permettre de faire. On sait qu'on a beaucoup de travail devant nous, puisque le lancement en 2022, c'est une grande étape pour le projet, mais ce n'est pas non plus une ligne d'arrivée, puisque on va continuer à la développer, cette infrastructure. Elle va continuer à vivre de toute façon de manière progressive, comme ça a été indiqué par Annie aussi. Il va y avoir des itérations aussi dans cette infrastructure. Et donc, on est tout à fait passionné de ce qui va se passer dans les prochains mois et de voir comment les choses vont se dérouler. Ça va être un moment très important du projet. Et merci bien sûr à Télécom Paris Alumni, au groupe G9+, à l'Institut G9+, et à toi, David, d'avoir accepté d'animer cette réunion, cette conférence qui était très intéressante à suivre aussi pour les participants. Moi, je vous souhaite une bonne réussite et ne pas être une licorne, mais carrément être une décacorne. On se dit. Merci. Merci. À bientôt. Merci.